cet abonné pète un plomb et rédige un avis sur Sens Critique sur moi à rallonge. Je n'ai jamais lu l'avis, on vient de me l'envoyer. Je pense que ça peut être très 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 intéressant de voir ça. Et donc, on va mater un peu ce que nous raconte cet abonné. Alors, cet abonné écrit « La gauche a-t-elle vraiment besoin d'un pas du ring ?» C'est le titre de l'avis. Et ça fait cette taille-là. Le mec, ça aurait pu être un mémoire. Ça aurait pu être un mémoire, son truc. La gauche a-t-elle vraiment besoin d'un pas du ring ? C'est un fait. Je ne peux pas le nier. Sitôt je me pose sur mon PC et que je cherche à mettre un truc en fond à écouter, assez régulièrement, je mets du pas du ring. En même temps, je n'ai pas trop à forcer. Depuis le temps que ça dure, environ un an, l'algorithme YouTube a bien cerné mes habitudes. Chaque nouvelle vidéo de l'influenceur m'est systématiquement proposée et moi, presque tout aussi systématiquement, je la lance. C'est bon ça. C'est bon, c'était la stratégie. C'était la stratégie de spammer l'algorithme. Et à force, ça a fini par m'interroger. Ça m'a conduit à la question que vous avez tous vue inscrite en tête de ce billet. Ai-je vraiment besoin d'un pas du ring ? Plus généralement, la gauche a-t-elle vraiment besoin d'un pas du ring ? Parce que pas du ring, c'est quoi sur YouTube ? Ce sont deux chaînes plus ou moins reliées entre elles par leur contenu. Une chaîne principale qu'on pourrait qualifier de debunk dans la mesure où les vidéos qui sont postées reviennent systématiquement sur des idées reçues portées à l'encontre de la pensée dite de gauche, tout en s'appuyant généralement sur des analyses, des textes ou des études. Et puis à côté de cette première chaîne-là, on retrouve aussi une chaîne secondaire sur laquelle on peut retrouver presque quotidiennement des pastilles et des réactions à chaud tirées du stream de l'auteur que l'auteur mène sur la plateforme Twitch qu'il a décidé d'appeler en conséquence pas du stream. Dans les deux cas, la couleur est ouvertement affichée. Padu est un personnel soignant, syndiqué et militant communiste non encarté. Il entend bien participer à la bataille des idées sur YouTube comme ailleurs et ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas ? D'abord parce que déjà, chercher à alimenter le débat d'idées par des rappels aux sources et aux études, moi je trouve que ce n'est jamais inintéressant en soi, quelles que soient ses propres affinités idéologiques. Pour l'instant, c'est pas si mal, hein, ce qu'il raconte pour l'instant, je trouve ça assez clair, c'est pas trop mal écrit et tout, ouais. Pourquoi pas. Mais je suis sûr qu'il va dire pas du ring, ça a changé. Pas du ring, ça a changé, c'est plus le vrai pas du ring. Après tout, si la chose est bien faite, à savoir si celle-ci est expliquée avec méthode et en s'appuyant sur les références adéquates, alors on aura toujours un moyen d'apprendre et d'affiner nos connaissances sur un sujet. Me concernant, les rappels qui ont été opérés par Paduring sur l'intersectionnalité et sur le lumpenprolétariat, texte à l'appui, n'ont clairement pas été superflus. Allez voir les vidéos sur le lumpenprolétariat, c'est la vidéo sur Loïc Chéniaud, ce qui s'appelle « Loïc Chéniaud fait-il partie du lumpenprolétariat ?» avec Antoine Goya, où j'analyse la notion de lumpenprolétariat, texte de Marx à l'appui, texte de Lucien Goldman à l'appui. Et j'essaie de montrer pourquoi invoquer le lumpenprolétariat comme étant une classe, c'est faux, ce n'est pas une classe. Le lumpenprolétariat n'a pas de vision en tant que classe, étant donné que ce sont des individus qui peuvent se vendre plus offrant parce qu'ils sont dans la sauce et parce qu'ils sont éparpillés comme ça, et donc ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas une conscience de classe claire et nette comme peut l'avoir le prolétariat ou la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie, par exemple, qui sont des classes beaucoup plus précises dans la société. Et donc, voilà, je fais l'analyse dans cette vidéo. Loïc Chéniaud fait-il partie du lumpenprolétariat ? Et sur l'intersectionnalité, j'en parle, par exemple, dans la vidéo sur la chaîne d'Antoine Goya, cette fois-ci, je crois, sur Charles Robin. Je ne sais plus ce que c'est la vidéo, mais vous avez une poubelle qu'on a photographiée en Serbie. Sur la vidéo, ouais, c'est une photo d'une poubelle qu'on a photographiée en Serbie, où il y a marqué, on a l'impression qu'il y a marqué woke sur la poubelle. Bref. De même, j'ai apprécié découvrir la pensée de Lénine sur la question religieuse et notamment sur la question de l'islam, ce que pour le coup je ne soupçonnais même pas. Alors après, on adhère au logiciel de pensée présenté ou on n'y adhère pas. Alors moi en plus, je ne dis pas si j'y adhère ou pas. Hein. Souvent sur la chaîne Pas du Ring, je dis que j'essaie d'être un peu plus factuel sur la chaîne Pas du Ring que sur la chaîne Pas du Stream où je peux avoir mes propres biais. Et c'est un peu le but aussi de cette chaîne parce que voilà, je suis en détente et tout, tranquille. Mais au moins, celui-ci nous aura-t-il été présenté pour ce qu'il est. Dit autrement, on se sera cultivé un peu. Ça, pour moi, ce n'est pas rien. C'est donc louable. Mais pour ma part, il se trouve que j'aurais une deuxième raison pour répondre à un contenu par un autre pourquoi pas.
Et cette raison, elle tiendrait à sa ligne politique. Alors certes, la ligne de pâturing n'est pas totalement la mienne, on en reparlera. Néanmoins, celle-ci présente au moins l'intérêt d'être beaucoup moins hors sol, caricatural, j'ose le dire, bête que pas mal d'influenceurs politiques identifiés à gauche qui sont davantage visibles et installés tels que Usul, Bégodeau, Canard Réfractaire ou encore Dany et Raz. Putain, la balle perdue pour Usul, Bégodeau, Canard Réfractaire et Dany et Raz. C'est bon ça, je suis en haut. Je suis tout en haut la dernière fois. On avait Teddy Boy qui disait que j'étais un débile par rapport à Dany et Raz et par rapport à Bad Mulch. Mais là, c'est l'inverse. Donc, je profite. Je profite un peu, quoi. Et Modem qui dit oh non, un rouge brun, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Non, c'est juste que c'est un vrai communiste, tu vois. Il a capté les vrais communistes et les boutiquiers. Voilà, Canard Réfractaire, Usul, Dany et Raz, voilà, c'est des boutiquiers. Et Bégodeau, c'est un boutiquier aussi, hein. Alors Bégodeau, c'est sûrement peut-être plus un boutiquier que les trois autres. Il faut dire que contrairement aux penseurs d'intérieur susmentionnés, boum, Padburing est aussi un militant de terrain. Alors je pense que Canard Réfractaire est aussi un militant de terrain. Je pense qu'Usul a quand même pas mal milité. Raz, j'ai l'impression qu'il a un passé quand même un peu militant. De toute façon, ils militent tous sur Internet, tous ces gens, mais ouais. Il est syndiqué, il a déjà participé à des luttes sociales autres que des mouvements étudiants. Ah, il est vraiment dans le truc. Les autres, c'est des, voilà, c'est des gars en fac de... Ils sont tous en fac de sociaux. Usul, Bégodeau, Dany Raz, Canard Réfractaire, c'est tous des étudiants en L2 sociaux, cheveux bleus. De là, il en tire une connaissance des orgas qui lui évite d'éviter pas mal de raccourcis fâcheux. Et c'est tout con, moi, pour un gars comme moi qui suis au PCF. Ah, c'est un mec du PCF. J'apprécie par exemple que ce cher Paju soit à minima au courant de l'historique de ce parti, de son programme et des courants qui l'animent. Ça fait qu'avec lui, au moins, on parvient à entrepercevoir la réalité des débats de fond qui animent l'orga, tout comme on comprend vite que l'essentiel de son ADN s'exprime surtout à l'échelle locale. Non mais c'est vrai, au sein des mouvements sociaux, bien plus que sur les bancs de l'Assemblée nationale et sur les plateaux télé. Mais c'est ce qui paraît d'ailleurs bizarre aujourd'hui. Et moi, je passe mon temps à critiquer le PCF. Quand je critique le PCF, je critique le national du PCF, c'est-à-dire Roussel. C'est-à-dire Desfontaines. C'est-à-dire Annie Sifferman. Mais par contre, il faut avouer que le PCF sur le terrain, notamment par chez moi, ils sont présents. Ils sont présents parce qu'ils sont implantés depuis hyper longtemps, parce qu'ils ont un petit peu canassé la CGT dans certains endroits. Enfin voilà, ils sont présents et c'est important en fait. Quand je dis canasser la CGT, c'est pas forcément, je vois pas ça forcément d'un mauvais œil. Je veux dire, c'est un parti communiste, il est censé être présent dans des endroits, dans des syndicats, essayer d'amener leur ligne. Et au PCF, il y a des gens très bien. Le problème, c'est que leur secrétaire national et même leur conseil national, il est déjà sur plein de questions, notamment la question antiraciste, il est 10 ans, 15 ans en arrière. Le PCF n'est plus à la pointe de l'antiracisme. C'est pareil sur certaines questions, type question de féminisme, où on avait vu la meuf qui faisait la com, là, comment elle s'appelle la meuf qui fait la com du PCF et tout, qui racontait mais n'importe quoi sur le féminisme. Ça veut pas dire que toutes les féministes du PCF, hein, moi je connais des meufs au PCF qui sont giga basées, hein, mais ça veut dire qu'il y a quand même des puissances droitières dans le PCF qui ont une représentation nationale, et c'est n'importe quoi. Il y a aussi Bernard Friot, comme dit Emodem dans le chat. Enfin, il y a plein de gens au PCF, même si je suis pas sur la ligne de Friot, encore une fois. Mais voilà. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre le local, entre l'orga en tant que tel, et entre le national. Et ça, c'est un problème. Voilà qui change des réductions ad fachorum auxquelles se réduisent les Usul et compagnie. Bon, Usul, il dit pas que Roussel, c'est un facho, faut peut-être pas pousser, quoi. Qui sont toujours agaçantes à entendre quand elles viennent de gens qui prétendent porter et alimenter la pensée de gauche. Mais surtout, ça permet de poser des grilles d'analyse qui portent la réflexion et le débat plus loin que ce à quoi on nous avait jusqu'alors habitués au sein du YouTube Game politique. Si vous rédigez des avis comme ça sur ma chaîne, en vrai, quoi qu'ils disent après, quoi que je vais sûrement pas être d'accord avec plein de trucs, merci à lui. Enfin, vraiment, il s'est donné du mal. On comprend ce qu'il raconte et tout, c'est cool, quoi. Tiens, par exemple, prenons un cas bien concret, l'analyse du vote de gauche lors des présidentielles 2022. Qu'en a dit Mediapart, Blas et autres awasphères. En gros, ça s'est limité à cet argument. Il manque 400 000 voix à Mélenchon pour qu'il soit au second tour. De son côté, Roussel en a fait 800 000. Donc Roussel, en se maintenant, s'est rendu responsable d'une absence de la gauche au second tour. Clair, net, précis, Mélenchon, possible héros, mais victime d'un Roussel, coupable et complice.
Et même constat pour les électeurs respectifs, les premiers ont été responsables en faisant le choix du vote utile, les autres ont été irresponsables. Point. De son côté, qu'en a dit Paduring? Moi j'ai une analyse basée, je pense, sur ça. Je pense que c'est assez faux de dire que si Roussel n'avait pas été là, Mélenchon serait allé au second tour. Et je pense surtout que c'est complètement con de se dire ah oui bah oui mais même moi Simon Poulain si tout le monde se retire et tout et que le vent est en sa faveur et que et que tous les abstentionnistes de gauche viennent voter mais pas les abstentionnistes de droite ils passent, bah, c'est un peu foireux comme truc. Parce que de l'autre côté, on pourrait dire pareil, s'il n'y avait pas eu Zemmour, enfin Le Pen, elle aurait eu, je sais pas, elle aurait fait 35% au premier tour. Enfin, ça aurait été nimble, quoi. S'il n'y avait pas eu Zemmour et Pécresse, enfin, c'est trop facile de dire ça, de voir les choses que du bon côté pour soi et pas du bon côté pour les autres, quoi. Bah déjà, il met en lumière, étude à l'appui, le fait que Mélenchon a déjà grandement bénéficié d'un vote utile durant ce premier tour 2022 et que son score très élevé repose d'ailleurs pour moitié là-dessus. Ensuite, il rappelle la fracture Mélenchon-PCF n'est pas qu'électoraliste, mais qu'elle est aussi idéologique, soulignant le fait que la ligne de Mélenchon a bougé depuis les débuts du front de gauche, notamment sur les questions identitaires, étatistes, européennes, sociétales. Alors, je suis pas sûr que j'ai dit ça comme ça, mais oui. Alors que le PCF est resté fidèle à sa ligne initiale, faite de nationalisation, de planification, de laïcité, d'universalisme. Je crois que je parle des différences entre universalisme et le développement à gauche sur les questions de l'antiracisme chez Mélenchon, mais je suis pas sûr que je le dise comme ça, parce que là, à l'écouter, on a l'impression que Mélenchon est devenu woke, quoi, et c'est pas vraiment ce que je raconte, mais c'est vrai qu'il y a une évolution de Mélenchon par rapport à 2012 sur des questions, notamment sur la question antiraciste, qui est notable, et moi je le vois plutôt d'un bon œil. Lui, peut-être qu'il le voit plutôt d'un mauvais œil, je sais pas trop ce qu'il en pense. Mais en tout cas, il y a une évolution, et c'est vrai qu'il y a des gens, moi, que je connais, qui ont voté PCF, ils n'auraient pas voté Mélenchon. Ils n'auraient pas voté Mélenchon. Pourquoi? Parce que justement, les derniers des derniers qui ont voté PCF, c'est-à-dire les gars vraiment qui se sont dit ouais, moi je vote PCF malgré le fait que Mélenchon il peut passer, ça veut dire qu'ils voulaient pas voter Mélenchon de base. Alors je dis pas que là-dedans il y en aurait qui auraient voté Mélenchon, et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a 400 000 qui auraient voté Mélenchon, et moi je le pense pas. Et je pense que tout remettre sur la faute de Roussel, c'est quand même pas l'idée du siècle, quoi. D'ailleurs, Paduring ne manque pas de mettre en évidence le fait qu'en conséquence, le vote Mélenchon a changé de socle, centrant davantage sur des jeunes diplômés à faible revenu et perdant, au passage, une grande partie de ce socle électoral naturel de la gauche, sont les employés et les ouvriers. Socle naturel que le PCF a cherché à reconquérir. Il faudrait que je revoie la vidéo, je crois pas que je dis ça comme ça. Mélenchon a élargi un peu son socle, mais il n'a pas vraiment perdu d'employés et d'ouvriers. Donc je sais pas ce que je disais à l'époque, mais je crois pas dire ça comme ça. Il faudrait que je revoie ça. Et Roussel, on comprend qu'il cherche à reconquérir ça, et pourtant il surperforme, dans mes souvenirs, chez des gens, genre des enseignants un peu vieux, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qui est assez logique, hein, les gens matrixés par la laïcité, c'est des enseignants vieux, hein, mais il surperforme pas chez ces catégories sociales qui sont pourtant le socle qu'il cherche à reconquérir. Bref, seulement quelques mots, pas du sel. Pas du sel. Paduring expose un tout autre visage de ce premier tour des présidentielles. Il ne s'agit pas d'une opposition entre une gauche responsable et une hyper responsable, mais une opposition entre deux forces politiques ne défendant pas les mêmes valeurs, ne cherchant pas leur assise électorale au même endroit, et qui, ayant besoin en conséquence de se démarquer l'une de l'autre, en sont parfois venues à en faire trop, quitte à se rendre ridicule, quitte à s'aliéner des électeurs. Pour résumer, pas de gentils, pas de méchants, pas de gens qui ont raison et d'autres qui ont tort. En moins de 10 minutes, le gars a posé un cadre qui permet de débuter une réflexion. De débuter une réflexion. Merde, j'ai perdu le. De débuter une réflexion, de réfléchir au solutionnement d'un problème concret et désormais identifié. Bah, je pense vraiment ouais, que en fait, on s'empêche de réfléchir si on dit ah, c'est la faute à machin qui s'est pas enlevé, parce que on simplifie quand même vachement l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on doit questionner ce fait de pourquoi est-ce qu'il y a 4 partis à gauche qui sont divisés comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire évoluer? On peut soutenir des gens, mais dire ah ouais, en fait, si tout le monde s'enlève et que tous les abstentionnistes votent pour lui et que le gars bénéficie d'un triplement de son score grâce au vote utile, du coup il passerait, c'est un peu ridicule, quoi. C'est quand même plus constructif et intéressant que du simple boule et coco, c'est de votre faute parce que vous êtes turbo-raciste avec votre saucisson. C'est marrant de le dire ça. Mais partant de ce constat-là, la question de savoir si Paduring est utile à gauche d'Internet ou pas semble dès lors irrémédiablement tranchée. Certes, on pourra toujours lui reprocher de venir rajouter du commentaire au commentaire dans un monde qui n'en manque pas, mais il n'empêche que, malgré tout, de par cette approche plus nuancée et documentée que tout ce qui pouvait exister juste à présent, Paduring participe à enrichir l'offre préexistante.
Le gars est suffisamment clair, posé et méthodique pour que son apport soit un plus. Une possibilité supplémentaire offerte à chacun pour alimenter ses réflexions personnelles sur les questions politiques du moment. Au pire, ça ne fera pas de mal. Au mieux, ça assainira peut-être un peu les échanges qui s'opèrent sur le net, du simple fait que Paduring participe à briser le monopole que s'est arrogé toute cette nuée de libertaires plus ou moins incultes. Toute cette nuée de libertaires plus ou moins incultes. D'accord. Ouais, il vise les woke, je crois. Le truc, là, on va juste stopper là. On se fait un point sur ce qu'il est en train de dire. Je pense que il va dire que sur pas du stream, bah, c'est pas aussi recherché et du coup, ça rajoute pas grand-chose. Et en fait, il va, je pense, opposer deux travaux et deux manières de militer qui sont pas les mêmes et qui, des fois, n'ont peut-être pas le même public. C'est-à-dire que je pense pas avoir le même public quand je fais du pas du ring très recherché sur des questions où il y a des lectures dans la vidéo et tout, que quand je fais une vidéo réact pour me foutre un peu d'un mec pour créer du débat avec des confus ou je sais pas quoi, ou quand je mets en avant une information sur la Palestine, c'est pas exactement la même chose, quoi. C'est pas exactement la même chose et c'est pas grave en fait si des gens apprécient l'un et n'apprécient pas l'autre en fait. Je pense que les deux sont utiles. Le truc, c'est que ce que je fais sur Paduring, ça demande énormément de temps, énormément de recherche. Alors justement, là, il faut que je finisse une vidéo, mais je vais me relancer un peu, je pense, sur Paduring. J'ai envie de faire plus de Paduring, ça peut être intéressant. Mais ça demande vraiment une organisation et c'est pas si facile que ça. Par contre, des fois, c'est vrai que sur Paduring, je suis beaucoup moins tranché que sur Padustream parce que la réalité est comme ça. Quand on réfléchit à quelque chose, en général, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, qu'il n'y a pas un type qui est super et l'autre qui est méchant ou je sais pas quoi. Bah non, on essaie de comprendre les dynamiques internes aux orgas, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. Et puis du coup, oui, on a un discours qui paraît plus entendable aux gens des deux orgas. Alors que moi, quand je parle sur pas du stream et que je parle un peu en live, on voit très bien que je suis plus pro Mélenchon que pro Roussel. C'était moins le cas d'ailleurs à l'époque où j'ai écrit ma vidéo sur Roussel, parce que Roussel avait moins trahi, je pense, à l'époque. Mais on voit très bien que je suis plus proche de la ligne de Mélenchon que celle de Roussel. Par contre, si j'essaie de faire une analyse des fois où je prends du recul et tout, peut-être que je vais être plus critique de Mélenchon et peut-être que je vais mettre de l'eau dans mon vin sur Roussel ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, mais sauf que, comme déjà dit en intro de ce billet, pas du ring, ça commence à faire un petit moment que je regarde et surtout que je regarde tout ce qui sort. Or, ça consiste en quoi regarder tout ce qui sort de Faire Padu? Bien sûr, on fait les comptes, c'est surtout regarder sa chaîne secondaire. D'un autre côté, on a une chaîne principale sur laquelle ont été publiées au jour de cette réaction 27... Ah, j'ai publié 27 vidéos en 3 ans. Wow, putain, c'est pas mal, hein. Je pensais en avoir publié moins que ça sur la chaîne principale. Et de l'autre, on a une chaîne secondaire sur laquelle ont été publiées 471 vidéos en 13 mois. 471, plus d'une par jour, rien que ça. Et attention, ce n'est pas nécessairement de la petite vidéo. Parmi toutes celles où on peut retrouver des échanges de plusieurs heures, soit avec l'habitué position revue, soit avec un invité ponctuel du moment. Dit autrement, l'essentiel de l'activité de Padu est sur Padustream. D'ailleurs, les flux de viewers l'ont bien compris. Les flux enregistrés ne mentent pas. 1,1 million sur la chaîne principale. Putain, 1,1 million sur la chaîne principale en 27 vidéos, c'est pas mal. Putain, ouais, je suis assez content. Je suis assez content. 10,7 millions pour la seconde, le nombre d'abonnés affiche la même tendance. 27 000 pour la première, 43 000 pour la seconde. Bon, aujourd'hui, on est à 57 000 pour la seconde et 30 000 pour la première. Dit encore autrement, mater du pas du ring sur YouTube, c'est surtout mater du pas du stream. Et pas du stream, ça me pose souci. Comme déjà annoncé plus haut, pas du stream, c'est surtout de la réaction à chaud, du commentaire d'actualité, être plus exact, du commentaire de commentaire. Un membre du gouvernement dit une dinguerie, pas du, en pond une pastille sur pas du stream. Un journaliste, un youtubeur, un streamer, il va de son propos calamiteux, nouvelle pastille, un débat un peu houleux, avec une figure de la droite, une figure de gauche, pastille. Cette chaîne, c'est une véritable usine pull-molle. C'est ce format. Je dois bien l'avouer, il m'interroge quand même grandement. Oh là 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 là. Ça se dit communiste et c'est pas stakhanoviste, hein. Vous avez vu ce que ça devient les communistes? Depuis Roussel, les communistes sont contre les stakhanovistes. C'est une honte, hein. C'est vraiment une honte. À chaque jour sa pastille, voire deux si on a été gentil. Et que va-t-on apprendre aujourd'hui? On va apprendre que ce macroniste a dit quelque chose de particulièrement méprisant, que Pascal Pro a été malhonnête lors d'un débat. Mais mec,
Quand je fais ça, je sais bien que je vais apprendre rien à per enfin, c'est pas la même chose, c'est juste un truc pour se détendre. C'est un truc aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui s'appellent des droitards qui faisaient ça, des psychodéliques, des cro-blancs et que en fait, ça donne envie de cliquer parce que tu sors du boulot. Tu l'as dit toi-même, tu dis: «Quand je veux mettre un truc en fond, je mets du pas du ring». En fait, tu mets du pas du stream quand tu veux mettre un truc en fond. Tu mets pas ma vidéo sur Lumpen Proletariat où je lis du Lucien Goldman quand tu veux te mettre un truc en fond. Ne mens pas, c'est pas ça que tu fais. Parce que la vidéo, elle est pas faite pour être regardée en fond, celle-là. Les vidéos sur Pas du Ring ne sont pas faites pour être mises en fond. Les vidéos sur Pas du Stream sont faites pour être mises en fond. C'est pas du tout la même chose. Enfin, faut se rendre compte de ça quand même. Du coup, oui, du Pas du Stream, bah, t'es là, tu te dis: «Ah ouais, putain, ce macroniste, il a fait de la merde». Ça remobilise les troupes. Ça crée aussi du fait, vous entendez en fait des gens qui pensent un peu comme vous. C'est-à-dire que quand vous écoutez Dany Raz, vous m'écoutez moi, vous écoutez des gens comme ça un peu de gauche, vous vous dites: «Ah ouais, en fait, j'ai raison de penser ce que je pense». Si toute la journée, vous entendez des droitards dire des dingueries racistes et tout, bah, peut-être que vous allez dire: «Ah, c'est bizarre, moi je suis pas raciste et tout, mais j'entends ça tout le temps» et au bout d'un moment, vous allez devenir, vous allez devenir raciste. Ouais, je dis ça, c'est peut-être un peu abusé, mais vous voyez le truc. Je pense que c'est important d'être là, d'être présent, de souligner aussi, de mettre en avant quand il y a des dingueries parce qu'il y a des gens, si tu beaucoup sur Twitter, les dingueries que je poste sur, Pas du Stream, tu les vois. Si t'es pas sur Twitter, tu les vois pas les dingueries que je poste sur Pas du Stream. Donc je trouve que c'est important de pouvoir les poster. Alors oui, que Pascal Pro soit malhonnête ou qu'un ministre macroniste soit méprisant, on le sait tous. Mais c'est pour le plaisir de se marrer, c'est pour se dire ah ouais bah en fait on est plusieurs à penser ça. Après on parle dans les commentaires YouTube. Il y a tout ça en fait sur Pas du Stream. Ça a cet intérêt-là. Je suis désolé, quand je fais une vidéo d'analyse, chiffres à la main de l'élection présidentielle 2022, ça ne s'écoute pas en fond, ça s'écoute en se regardant. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Donc, du coup, que ce député insoumis s'est fait injustement rudoyer par Apolline de Malherbe ou par Thomas Soto. Et c'est tout, en fait. Bah oui, c'est tout. C'est tout, mais j'ajoute aussi des trucs. Alors que toi, ça peut être, ça peut être un peu facile parce que tu connais déjà peut-être ces idées, mais souvent, bah, je fais une vidéo, je parle un peu d'Apolline de Malherbe et puis je vais balancer une petite analyse qu'en fait que moi je connais très bien, que certains d'entre vous connaissent très bien, que d'autres ne connaissent pas. Il y a des gens, quand je fais une vidéo, genre ma centième vidéo sur la Palestine et que je dis pas grand-chose de nouveau, je veux dire, je dis un peu les infos, mais je dis pas grand-chose de nouveau. Et bien, il y a des gens qui apprennent des choses parce qu'en fait, c'est la première fois qu'ils cliquent sur la vidéo. Ils étaient un peu choqués par ce qui s'est passé, par Netanyahou qui a le mandat d'arrêt et tout. Et puis, je parle un peu de trois trucs qui vous paraissent un peu banals parce que c'est je sais pas, de l'historique classique de la Palestine. Eux, ils l'ont jamais entendu. Et peut-être que du coup, ils vont cliquer sur une autre vidéo. Peut-être qu'ils vont aller voir une vidéo sur la Palestine. C'est ça aussi. Je prétends pas dire euh, l'intégralité de ce qui s'est passé depuis la fin du 19e siècle en Palestine, tu vois, sur ce genre de vidéo. Mais ça a son intérêt. Il faut pas être maximaliste et il faut pas être dans l'hyper-intellectualisme sur Internet et même dans le militantisme en général. Tu parles de militantisme, de militer au PCF. Mais quand tu vas voir des gens, vous aimez bien ça, dire toujours au PCF, oui, les tracts sur le marché. Quand tu vas voir des gens sur le marché, je veux dire, ta plus-value, c'est quoi? Tu vas dire à la personne, ah bah ouais, bah, l'énergie, ça a augmenté. La personne, elle sait que l'énergie, ça a augmenté, tu vois. Enfin, tu lui apprends rien de particulier. Le but, c'est de lui montrer que tu es présent déjà, que le PCF, il est présent ici, en fait. De lui montrer que, voilà, toi, tu viens lui parler. Peut-être que tu vas pouvoir embrayer, après avoir dit ça, embrayer avec quelque chose qu'il ne savait pas. Par exemple, le fait que l'électricité, que EDF soit forcé de vendre à perte de l'électricité à ses concurrents du privé par des lois à la con ou des choses comme ça. Enfin, peut-être que tu vas lui apprendre ça. Mais elle n'aurait pas cliqué sur une vidéo, cette personne, sur Internet, sur le marché européen de l'énergie, tu vois. C'est pas exactement la même chose, quoi. Parce qu'en fait, c'est quoi la plus-value de Paduring dans ce format? Bah, ce n'est justement pas grand-chose à part faire du commentaire basique. Mais ce genre de propos, c'est insupportable. Quelle bande de bourgeois mentaux. Un tel a dit les termes, il est basé. Regardez l'autre comme il est en sueur, etc. Et on ne va pas se mentir, mais si on suit régulièrement la chaîne, c'est un peu tout le temps la même chose qui revient. Les mêmes cibles, les mêmes propos, les mêmes réactions. Je vois, oui, c'est un peu le but de la chaîne. Faut continuer comme ça, les mecs qui font de la free party dans ma ville partagent Psycho sur Facebook. Bah voilà, mais bientôt ils partageront du Pas du Ring. Non mais en plus, sincèrement, moi, Pas du Stream, des fois là je suis en détente avec vous et tout, c'est sympa, mais
c'est pas le format qui me fait le plus plaisir à faire. Enfin, le React, ça me fait marrer des fois quand je découvre des vidéos et tout. Là, quand je découvre ce commentaire, par exemple, là, je prends vraiment du plaisir. Mais quand je fais une vidéo sur, je sais pas moi, sur le conflit israélo-palestinien, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir à faire. Je le fais par militantisme. Je fais pas ça en me disant ouais, c'est que ça me fait plaisir. Si je voulais me faire plaisir, bah, je lirais des bouquins et ça me ferait plus plaisir de faire des vidéos comme sur Pas du Ring, c'est sûr, que comme sur Pas du Stream. Par contre, je pense que ce que je fais sur Pas du Stream est nécessaire et efficace. Heu et quand ça se voit d'ailleurs au nombre de vues, ça se voit d'ailleurs au fait que des gens croient aujourd'hui dans le projet que je porte. Il y a plein de gens qui donnent sur Tipeee, donc qui considèrent que ça a une efficacité. C'est du militantisme, en fait. C'est du militantisme. C'est plus simple, hein, de faire une vidéo tous les 6 mois en lisant des bouquins, en faisant le malin, hein. C'est beaucoup plus simple. À un moment donné, pendant le conflit israélo-palestinien, je faisais 2 vidéos par jour. Faire 2 vidéos par jour, c'est dur, hein. Enfin, ça demande vraiment, d'être carré, de vraiment faire de la prospective d'informations et tout. Mais, je pense que c'est important de le faire parce que sinon les mêmes informations vont être traitées par des gens qui ne sont pas de notre camp et qui diront des conneries dessus. Donc je pense que c'est important. À vous, tu prends du plaisir à papoter avec Position et Zoé? Non, mais ça, je prends du plaisir. Non, mais je dis pas que je prends pas de plaisir, je prends du plaisir sur plein de trucs. Mais je veux dire, moi, je suis d'accord que quand je fais une vidéo, je suis juste là à traiter de quelqu'un bourgeois mental, c'est pas une dinguerie, c'est pas trop bien, c'est pas le meilleur truc, mais je pense que c'est important quand même de pouvoir le faire. Et oui, par contre, après, quand on fait du React mais après, avec Position, c'est beaucoup plus intellectuel souvent et avec Zoé, on fait du React droitard, c'est marrant ça. Mais voilà. Et Pas du Stream peut être une porte d'entrée pour Pas du Ring et puis des lectures. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont cru que Pas du Stream, ça venait remplacer Pas du Ring. C'est pas le cas. Je sors plus de vidéos sur Pas du Ring depuis que j'ai Pas du Stream. La réalité, c'est que c'est un truc qui est en plus. Tu peux ne pas adhérer à Pas du Stream. Personne te demande d'adhérer à tout ce que je fais. Le truc, c'est, voilà, j'avais Pas du Ring, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire au niveau militantisme? Ben, il manque une chaîne un peu psycho de gauche. Et donc j'ai fait une chaîne un peu psycho de gauche. Il y a plein de mecs qui viennent m'insulter en me disant, t'es un psycho de gauche. Oui, je jamais dit le contraire, j'ai fait une chaîne en mode psycho de gauche. C'est le format psycho, mais plus de gauche. Après, bon, je fais des interviews, peut-être des trucs qui fait pas trop, mais c'est le format psycho de gauche parce que je pense qu'on en a besoin aujourd'hui d'avoir une chaîne de ce format. Parce que ça m'a permis aussi de soutenir des camarades. Quand Doomit s'est fait harceler, quand vous avez eu, je sais pas, Psycho qui a fait les trucs avec Shizzle, quand vous avez KB et la gamine de 14 ans et tout, c'est des choses qui ne seraient jamais sorties des sphères JVC ou voilà, où il n'y a pas énormément de gens qui le voient si moi je n'avais pas fait une capsule dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les mecs de droite qui font de la news. Ou alors des mecs de gauche mais qui n'ont pas énormément de viewers. Donc on a besoin de quelqu'un de gauche qui fait de la news aussi. Et cette chaîne Pas du Stream, elle a cet intérêt que je peux la modeler comme je veux. Je peux faire ce que je veux là-dessus. Si demain je veux faire une interview de 3 heures, je le fais. Si je veux faire de la news, je le fais. Si je veux faire du React, je le fais. Parce que cette chaîne, vous êtes habitué à venir voir tranquille en écoutant ça en fond. Et comme vous écoutez ça en fond et tout, vous acceptez que ce soit un peu tout et n'importe quoi sur cette chaîne parce que je pense que vous appréciez aussi. Et voilà quoi. Sur Pas du Stream, il y a aussi La Brèche, et c'est pas du shitpost. Ouais, La Brèche, c'est pas du shitpost, ça n'a rien à voir. Je sais même pas si ça a beaucoup de sens que ce soit sur Pas du Stream. Ça pourrait être aussi sur Pas du Ring en soi, mais il faudrait du montage peut-être en plus. Mais voilà, non, mais bien sûr, il y a eu des formats justement où la news m'a permis après de recevoir des gens intéressants, de recevoir, je sais pas, Raphaël Arnaud, Olivier Matteux et tout, qui est venu nous parler, enfin, Sabrina Adli Benali, enfin, il y a plein de gens qui sont venus nous parler comme ça. Il y a eu Paul Elec qui est venu nous faire des analyses et tout. Il y a plein de gens comme ça qui sont venus aussi parce que bah, ils savaient que ça faisait des vues, parce que je faisais de la news depuis un bail sur des sujets où ils savaient que j'étais utile, donc ils savaient que j'étais quelqu'un de fiable. Enfin voilà, c'est important tout ça. Ça m'empêche pas de faire du pas du ring à côté. Si vous voulez, là, le soir, là, quand je suis tranquille avec vous, à 23h, que j'ai passé une journée à bosser, je suis un peu fatigué. Mais là, ça me fait plaisir de parler avec vous, de dire ce truc-là et de faire du pas du stream. Lire un bouquin ou écrire une vidéo, je le ferai pas forcément là parce que je suis un peu fatigué. Donc c'est même pas les mêmes moments en fait. Les moments où je suis très concentré et tout, je peux écrire une vidéo, je peux lire. Les moments où je suis en détente, je peux faire une capsule sur pas du stream. C'est pas exactement la même chose. Alors, autant je peux encore espérer une piste de réflexion concernant les épisodes de la chaîne principale, autant c'est excessivement rare que ça vienne sur pas du stream. Alors, c'est peut-être me répondre, bah oui, c'est sûr, c'est le jeu de YouTube, ma pauvre Lucette. Effectivement, aujourd'hui, pour espérer avoir une chaîne rentable et visible, il faut faire du flux, du rapidement consommable. Si pas du stream permet à pas du ring de devenir une chaîne viable, alors où est le mal? C'est vrai aussi. Parce que là,
Je vous en parle trop souvent en ce moment parce que c'est pas encore sorti, mais il y a un gros projet qui est en cours de structuration. Et vous avez vu qu'il y a du montage maintenant sur Paduring qu'il n'y avait pas avant sur Padustream. Et il y a des caméras, il y a des logiciels, il y a tout un tas de trucs en fait qui sont en cours par rapport, qui sont permis par Padustream. C'est pas Paduring, ça rapporte pas grand-chose. Padustream par contre, il y a du flux, donc il y a des pubs, donc il y a des dons sur Tipeee, il y a des choses qui rapportent de l'argent et qui permettent de se structurer, qui permettent à l'asso de vivre. C'est important quand même tout ça. Ne disais-je pas, il y a quelques paragraphes, au pire ça fera pas de mal et au mieux ça assainira peut-être un peu les échanges. Et bien justement avec le format Padustream, j'avoue nourrir quelques doutes. Parce que moi, je constate que face au contenu de cette chaîne-là, j'adopte très vite une attitude qui jadis m'était familière, une attitude où j'écoute sans écouter, parce que je suis habitué à ce qui se dit, où je m'indigne par réflexe, sans réfléchir vraiment, une attitude passive qui me consterne un peu, qui me donne davantage l'impression de me délasser l'esprit au zinc d'un café plutôt que de participer à une acculturation politique auprès de ma cellule de quartier. Oui, mais c'est le but. Le but, c'était pas que enfin, ça dépend des trucs, oui, sur la brèche ou des trucs avec position revue, peut-être que là, ou avec Zoé, vous apprenez peut-être des trucs, mais quand vous rentrez et que vous cliquez sur Manuel Bompard extermine Thomas Soto, je suis désolé, si vous pensez en cliquant sur cette vidéo que vous allez apprendre des trucs de fou, c'est n'importe quoi. C'est pas le cas. Par contre, vous allez peut-être vous marrer, puis vous allez peut-être vous dire: «Ah ouais, bah, à droite, ils sont cons». Vous allez peut-être avoir, un biais de confirmation un peu comme ça en vous disant que vous avez raison d'être de gauche et du coup, vous allez peut-être aller le lendemain à la cellule de votre quartier du PCF, quoi. C'est le but MDR, je t'écoute en faisant la vaisselle perso. Mais évidemment, évidemment, évidemment. Cette attitude, je la connaîtrais presque par cœur. Cette attitude, celle que j'avais clairement fini par adopter face à Dali Bourdin Investigation, le contenu de Psychodélique. Bah oui, mais Psychodélique, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un génie de la communication. C'est un génie de la communication, Psychodélique, voilà, le meilleur d'entre nous au niveau communication. Non mais, il a fait quelque chose qui marche, qui a un sens par rapport à cette plateforme, il s'est adapté à la plateforme. On peut faire les gauchistes et dire: «Ouais, ce serait mieux d'écrire des textes sur un blog obscur». Psychodélique, il est plus efficace que vous. Bah, Psychodélique, c'est important qu'à gauche, on ait des psychodéliques. Psychodélique, peut-être que certains ne connaissent pas. Psychodélique, c'est un youtubeur qui s'est mis à exploser sur la plateforme à partir de 2020. Sitôt a-t-il adopté un format qui consiste à produire régulièrement des vidéos courtes de commentaires d'actualité. Très rapidement, il a su roder sa formule, chercher les micro-événements absurdes sur le net, jouer sur les crispations du moment, entretenir les dramas. Alors ça, par contre, je le fais pas, mais avec d'autres youtubeurs, afin de susciter des réactions qui permettraient par la suite de répondre à son tour, de feuilletonner la situation. Oui, oui, non, mais moi, je pense que c'est du harcèlement de faire ça, mais le format, par contre, en tout cas, intéressant. Perso, je n'ai jamais vraiment pris de plaisir à écouter du psychodélique, mais à un moment donné, je me suis pourtant mis à la suivre assidûment. Ça a occupé mon cerveau pendant des tâches pénibles et répétitives, ça délassait. C'était mon moment café du commerce à moi. Ben oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah voilà. Me reproche pas de faire du café du commerce. Tout le monde a besoin d'un moment café du commerce. Je veux dire, t'es là, à ta pause midi et tout. Tu peux regarder une conférence d'Alain Beer sur la plus-value, tu vois, si t'as envie, mais tout le monde n'a pas envie de ça en fait. Tout le monde n'a pas envie de ça. Tu as peut-être aussi envie de regarder Manuel Bompard exterminer Apolline de Malherbe, tu vois. Alors certes, j'avais bien confiance que ceux qui se disaient ne volaient pas bien haut, mais je me rassurais en me disant qu'après tout, ce n'était pas si méchant. Ça pouvait passer parce que le gars avait l'air d'être une bonne patte, tout en étant plutôt de bonne compagnie. Et puis surtout, je me rassurais en rappelant régulièrement que de toute façon, par rapport à tout ça, moi je savais où je me situais, j'étais au-dessus de ça. Pourquoi je vous précise tout ça alors que je vous parle de pas du stream et non psychodélique? Eh bien, tout simplement parce que je regarde beaucoup trop cette attitude que je pouvais avoir avec Dali Bourdin Investigation dans l'attitude que j'ai face à pas du stream. Ce n'est pas un problème de personnage ou de ligne, c'est un problème de format. Car non, quand on se trouve exposé quotidiennement face à ce type de contenu, on ne reste pas au-dessus, on est dedans jusqu'au cou, ça finit toujours par nous impacter. Il y a toujours une brèche qui va se creuser en périphérie de notre raisonnement, de notre perception des choses, une connerie qui finira par passer, qu'on fera sienne parce qu'on on n'a pas vraiment pris la peine de faire attention, vérifier, il vient de comprendre. Il vient de comprendre la propagande. Il vient de comprendre la propagande de pas du stream. Malgré tout, on finit par passer par la faille et lui inculquer des valeurs communistes à notre ami du PCF. Ce genre de format n'est pas propice à la réflexion, c'est même tout le contraire. Ce format est propice au conditionnement, à l'endormissement de notre vigilance. Je sais pas comment je vais appeler la capsule. Je... j'ai manipulé j'ai manipulé un mec du PCF grâce à mon format psychodélique de gauche. Non mais c'est un peu ça quoi. Non mais
abuse pas non plus, tu vois? Mais c'est vrai que oui, il y a un côté propagande, mais c'est le but de faire de la propagande. Alors vous allez me répliquer par rapport à ça, mais où est le problème? Parce qu'effectivement, ça peut être dangereux d'endormir sa méfiance à l'encontre des esprits tendancieux comme peuvent l'être psychodéliques, mais Padu, lui, il n'est pas comme ça. Padu, lui, c'est un vrai, c'est un camarade, il va pas nous la faire à l'envers, lui. Sauf que bah, justement, le problème, c'est que je vois, moi, que ce type de contenu, c'est qu'il n'anesthésie pas que la réflexion du spectateur, il finit par anesthésier celle de son auteur. Alors là, il y a un twist intéressant. C'est ce que je ressens un peu dans l'évolution de Paduring, y compris de sa chaîne principale, car oui, pour moi, clairement, l'esprit de cette chaîne secondaire a fini par tout contaminer, y compris les vidéos dites plus fouillées, pas convaincues, démonstrations. C'est quoi la dernière vidéo postée sur la chaîne principale? Alors là, là, la critique est intéressante. Fin mars 2024, ce sont celles-là. Je rééduque ces deux cancres sur l'immigration. C'est une vidéo que j'aurais pu faire sans avoir pas du stream. C'est une vidéo très sourcée sur l'immigration, réponse à Geek and Fit et Jordan X. Sommes-nous vraiment victimes d'un complot islamique? C'est une vidéo que j'aurais pu faire sur la chaîne principale avant pas du stream. C'est une vidéo où je critique Irréductible et Florence Bergeau-Bléclair en lisant son livre, en l'analysant. Mélenchon m'insulte devant Dany Raz, ma réponse. Alors ça, c'est une vidéo que j'aurais clairement pu faire aussi avant pas du stream. C'est une vidéo où je critique la stratégie de Mélenchon, la stratégie populiste de Mélenchon, avec Cathédrale Osseuse. C'est une vidéo qui nous a demandé pas mal de boulot, donc ouais, je vois pas trop. Gaza, pourquoi je soutiens les nationalistes palestiniens? Gaza, la violence est-elle nécessaire? Gaza, pourquoi discuter ne sert à rien? Eh ben, c'est 3 vidéos où j'analyse des articles de Tran Duc Tao que j'aurais pu faire aussi avant, avant pas du stream. Donc, je vois pas trop pourquoi. Immigration, complot islamiste, Gaza, on en vient d'être presque à se satisfaire de cet interlude mélenchonien tant Paduring semble s'être fait aspirer par les thématiques matriquées par Bolloré. Oh là 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 là. Non, ça c'est un peu abusé. Alors, oui, c'est peut-être pas des vidéos qui sont transhistoriques et tout, mais je suis désolé, je réponds à des trucs de droite, par la gauche, avec des auteurs marxistes. C'est quand même dans la ligne de la chaîne principale. Je sais pas. Et Modem, mais oui, Modem avait raison, mais t'es pas obligé de le dire. La théorie du rouge-brun se confirme de plus en plus. Immigration composite, alors vous allez me dire, oui, mais c'est l'actualité qui veut ça. Je veux bien, sauf qu'entre novembre 2023 et mars 2024, l'actualité, ça a aussi été autre chose, parce qu'il n'y a pas que Gaza que se jouent les questions de colonisation et d'impérialisme. On en retrouve dans le conflit russo-ukrainien. Dans la question saharaoui. Plus généralement, dans toute la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, que dire de l'actualité sociale et politique française? La question du mouvement social de la SNCF croisée à celle de la législation européenne sur les méga-camions. Putain, il voulait que je fasse une vidéo sur la législation européenne sur les méga-camions. J'aurais pu, mais c'était quand même vachement précis. Le mouvement enseignant en Seine-Saint-Denis, plus généralement, contre le choc des salaires. Non, mais j'aurais pu peut-être faire tout ça. Après, je pense que il y avait une urgence, que l'urgence, c'était Gaza. Je pense qu'au PCF, quand même, vous avez un historique qui peut être d'accord avec ça. Je pense que le truc de l'immigration, c'était pas inintéressant, que le truc du complot islamique, je sais pas, c'est des thèmes aussi qui m'ont intéressé. Peut-être que c'est à cause de pas du stream, hein, ça j'en sais rien, mais je les ai traités façon pas du ring quand même. La réforme de l'accès aux aides sociales, gna gna. Non mais de toute façon, de base, je fais pas de l'actu sur pas du ring, donc je vais pas faire un truc sur l'accès aux aides sociales. En général, je fais plus du théorique sur pas du ring. Donc je sais pas, je faisais surtout du drama et du théorique sur pas du rime. Je répondais à un mec et puis je l'analysais et puis je répondais avec d'autres auteurs quoi. Tellement de sujets sur lesquels les politiques se positionnent et que les médias en tout genre relaient. Il y avait vraiment rien à creuser là-dedans. Oh là là, il y a que Gaza et l'immigration. Oh là 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 là. Ouais, tu peux pas reprocher non plus à quelqu'un d'avoir traité quelque chose et pas d'autre quoi. Marrant comme leur critique c'est toujours du what aboutit, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je suis désolé, le mec, il a pris son temps. C'est pas mal de faire une critique comme ça, mais c'est vrai que, putain, je sais pas. Prenons le cas de Gaza, puisque cette question revient à 3 reprises. À quoi aboutissent ces 3 vidéos? Plus fouillées. Dans celle du 19 novembre, Paduring a cherché à nous expliquer et à dépasser la stérilité des débats auxquels on a assisté alors sur les plateaux télé entre pro-israéliens et pro-palestiniens, qui, en réaction aux attaques du 7 octobre, s'accusaient mutuellement incessamment de 2 poids 2 mesures. Pour ce faire, Padu a mobilisé le philosophe Tran Duc Tao, qui en 1946 expliquait dans ses écrits que discuter dans une situation coloniale n'avait de sens que si, de part et d'autre du débat, se trouvaient des métropolitains
n'avait pas de sens si, de part et d'autre du débat, se trouvaient des métropolitains et des indigènes. Chacun des deux partis était déterminé par une situation matérielle et historique différente liée à leur différence de statut civil. Ils ne pouvaient que discuter sur des plans des valeurs et de représentation différentes. Dès lors, pour Tran, alors, il s'appelle pas Tran, il s'appelle... Enfin, je crois, en fait, j'ai pas bien compris. Alors, j'ai très 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 bien étudié le sujet de Tran Duc Tao, mais il y en a qui l'appellent Tao, mais c'est pas son nom de famille. Mais je crois pas que ce soit Tran non plus son nom de famille. Son nom de famille. Je crois que c'est plus compliqué que ça en fait en vietnamien. Il nous faudrait un vietnamien pour nous expliquer comment on est censé appeler si on veut un diminutif Tran Duc Tao. C'est pour ça que moi je n'utilise jamais de diminutif pour pas être Tran Duc Tao. Je l'appelle Tran Duc Tao. Tu parles trop du racisme. Oui, bon, l'extrême droite aux portes du pouvoir aussi. Donc bon, bah oui, je suis obligé de parler du racisme. Je pense que c'est structurant la société aujourd'hui et que le vote de beaucoup de gens se fait par rapport à la question raciale. Le seul moyen de dépasser cette situation stérile, ce serait d'égaliser les conditions d'existence, décoloniser d'abord, discuter ensuite. Une fois posé ça, dans la vidéo du 26 novembre, Paduring a alors questionné l'image généralement envoyée du conflit par les médias, notamment en ce qui concerne le Hamas, présenté comme une organisation terroriste qui conviendrait de distinguer de la résistance palestinienne. Pour Padu, il faudrait, face à ce genre de discours, rappeler la réalité des faits. Non seulement le Hamas a été élu démocratiquement en Palestine, mais en plus de ça, l'attaque menée le 7 octobre impliquait également les branches armées du FDLP et FPLP, organe historique de l'OLP, qui n'ont rien d'islamiste. Le tout avec un soutien global de la population palestinienne. Et ça, pour Padu, ça devrait nous interroger sur l'idée de violence nécessaire, celle qui est au cœur de tout mouvement de résistance, de lutte pour ses droits. Et là encore, pour mettre des mots sur cette idée, le vidéaste a mobilisé le même Tran Duc Tao. Ben oui, c'était un triptyque sur Tran Duc Tao, le triptyque sur Gaza aussi. Enfin, dernier des 3 épisodes consacrés à Gaza, Paduring explique pourquoi lui il a décidé de soutenir les nationalistes palestiniens, contrairement à Lutte ouvrière et au NPA qui n'entendent soutenir aucun mouvement nationaliste, bourgeois ou islamiste. Et pour justifier cette fois-ci sa position, en plus de mobiliser Tran Duc Tao, Padu mobilise aussi Karl Marx himself. Car que dit Marx sur la question des luttes coloniales, notamment quand il commente la question irlandaise? Il valide systématiquement toute alliance qui irait dans le sens d'une avancée sociale. Or, pour Marx, avoir accès à la citoyenneté, même dans le cadre d'une démocratie bourgeoise, ça peut être un progrès si ça se substitue à un statut d'indigène au sein d'une colonie ou d'une ancienne société d'ancien régime. Et ça, c'est vrai que Tran, c'est son nom. Tran, c'est son nom, d'accord. Et du coup, Duc Tao, c'est quoi? C'est parce que son fils s'appelle Trinh Van Tao, je crois, à Tran Duc Tao. Alors peut-être qu'il y a eu aussi l'administration française qui n'a pas bien compris le truc, qui s'est dit Tao, c'est le nom de famille. Mais pourquoi est-ce que Tran Duc Tao a un fils qui s'appelle Trinh Van Tao? Ça marche comment en fait? Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que Lutte ouvrière ou le NPA qui disait qu'en fait, il fallait pas soutenir les nationalistes palestiniens parce que là-dedans, il y a à la fois des bourgeois et des prolétaires, il fallait soutenir juste le prolétariat palestinien, bah, c'était un peu abstrait parce que dans un contexte de lutte décoloniale, il faut soutenir tous les colonisés, qu'ils soient bourgeois ou prolétaires, parce que soutenir uniquement les prolétaires et les opposer à la bourgeoisie à l'intérieur de leur situation coloniale, en fait, c'est les condamnés. C'est des condamnés. Ils n'ont plus aucune puissance parce qu'ils se retrouvent dans une situation de merde où ils ont contre leur propre bourgeoisie plus les colons. Donc, les mouvements communistes ont souvent soutenu une alliance nationale de circonstances pour après aboutir à un dépassement de cette alliance nationale en mettant évidemment en avant le prolétariat par rapport à la bourgeoisie, quoi. En gros, c'est ça que je disais. Bref, 3 vidéos pour nous dire en gros, il faut soutenir inconditionnellement toute action palestinienne menée contre la colonisation israélienne. Point. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve quand même la conclusion vachement univoque. Et là pour le coup, contrairement à la vidéo concernant le vote de gauche de 2022, j'ai du mal à voir ces vidéos de Padu comme ouvrant une réflexion. C'est même tout l'inverse. Factuellement, ces vidéos appellent à ne pas réfléchir, à ne plus se poser de questions. Bah non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est juste que, je sais pas, dans le conflit indo-chinois, dans la libération du Vietnam, bah, je pense qu'on doit être du côté des Vietnamiens. On doit être du côté des Vietnamiens quoi qu'il arrive en fait. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas leur tort et tout, mais commencer à rentrer dans des trucs d'analyse de tel Vietnamien qui a fait tel acte et tout, c'est souvent rentrer dans le jeu de ce que veulent les colos. Factuellement, ces vidéos n'appellent pas à réfléchir à ne plus se poser la question.
Qui mène quoi à Gaza? Pourquoi? Dans quel but? Avec quelle efficacité? Tout ça, ce sont des questions qui sont finalement secondaires, des questions qui nous empêchent de retenir l'essentiel. Les attaques venant de Palestine doivent être soutenues sans réflexion. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Y a Tu peux critiquer le Hamas et d'ailleurs moi, je pense pas que le Hamas soit, le parti le plus progressiste heu, qui puisse mener la Palestine à la libération. En tout cas, c'est le parti que se sont choisis les Palestiniens. Déjà, c'est une chose. Qui suis-je moi pour juger le parti que s'est choisi, les Palestiniens? Et en tout cas, aujourd'hui, la résistance palestinienne s'est structurée notamment autour du Hamas. Je trouve que, du coup, ben, quand on est pro-palestinien, on peut rappeler ça, mais ça n'empêche pas, dans un cadre de macartisme ambiant contre les soutiens de la Palestine et dans un cas de génocide à Gaza, de rappeler aussi que le principal est de soutenir les Palestiniens. Choisissons d'abord, questionnant les actions en provenance d'Israël doivent être condamnées, elles aussi, sans réflexion ni réserve. Choisissons notre camp d'abord, questionnons après. Ça, pour ma part, c'est le genre de discours qui me trigger pour reprendre le vocable propre à la chaîne. Bah, après, peut-être que tu aimes bien avoir des fausses positions un peu neutres, mais je pense qu'il y a des fois où bah, c'est pas neutre, tu vois. Il y a des fois où il y a des positions qui sont pas neutres et il faut pas être neutre, quoi. Alors après, c'est sûr, vous seriez en droit de me demander ce que j'aurais à redire face à une telle démonstration. Après tout, Tran et Marx n'ont-ils pas raison quand ils disent que toute violence devient légitime sitôt est-elle la seule voie envisageable face à l'oppression? Ont-ils tort quand ils considèrent qu'il faut savoir s'allier avec des opposants politiques si cela, au bout du compte, permet la mise en place d'un régime qui factuellement est une avancée en termes de conditions matérielles et politiques? Bah, c'est surtout, il faudrait questionner même ta question d'opposant politique. C'est-à-dire que dans une situation coloniale, est-ce que la bourgeoisie nationale qui veut la libération du pays est un opposant politique au premier degré, quoi? Est-ce que c'est pas un opposant politique un peu secondaire et que ça peut être un allié de circonstance? Est-ce que c'est pas d'abord un allié dans la décolonisation, un opposant par la suite, tu vois? Faut se questionner, quoi. Par rapport à tout ça, je vous le dis tout net, en ce qui me concerne, je ne considère ni que Tran ni Marx ont tort. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que c'est la manière dont Padu transpose la situation indo-chinoise et irlandaise évoquée par Tran et Marx à la situation palestinienne. Parce que bon, élargissons un peu notre approche de la situation d'un point de vue géographique et historique. Peut-être peut-on avoir la certitude qu'une victoire palestinienne menée sous l'égide du Hamas conduise à une avancée des conditions de chacun? Ou dit autrement, est-ce que soutenir le Hamas face à la colonisation israélienne est comparable au fait de soutenir l'instauration d'une démocratie bourgeoise en remplacement d'une monarchie d'ancien régime? Déjà, rappelons quelques faits. Certes, le Hamas a gagné les législatives 2006. Après, j'ai l'impression que ce genre de personnes pensent que si la résistance palestinienne gagnait, le Hamas en fait aurait les mains libres, seul sur une région. Moi, je pense qu'il y a différentes situations possibles. Je pense que dans un cadre de guerre avec un pays comme les Israéliens qui sont soutenus par les États-Unis, s'il y avait une avancée militaire de la Palestine, en fait, soit ça irait à l'extermination d'une des deux populations, soit il faudrait trouver des accords. Et peut-être qu'il pourrait y avoir des accords, et peut-être que dans ces accords, on pourrait imaginer une zone neutre avec des casques bleus de l'ONU, avec des choses comme ça, quoi. Donc quand on est en train de dire qu'on soutient la résistance palestinienne, déjà c'est pas le Hamas et c'est pas dire ah bah moi je veux qu'un pays soit gouverné uniquement par le Hamas avec les mains libres qui choisissent de tout et puis enfin j'ai l'impression que c'est un peu binaire comme pensée. Donc là, il nous explique que le Hamas a gagné, certes, les élections législatives 2006, mais ils ont aussi à l'origine de la grave crise institutionnelle qui a suivi quand le Parlement a décidé de s'arroger des prérogatives présidentielles en votant la reprise de l'offensive contre Israël. Précisant d'ailleurs que le président de l'autorité palestinienne a, lui, aussi été démocratiquement élu en 2005. C'était pas hyper foireux en 2005, j'ai plus les datas sous les yeux, mais c'était pas hyper foireux et euh, soutenu de fou par Israël, l'élection du président de l'autorité palestinienne. Bon, cette crise a alors débouché sur la courte guerre civile de 2007, durant laquelle le Hamas s'est arrogé les pleins pouvoirs à Gaza. Les Palestiniens ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes.
Ils seront mieux sous joug israélien, c'est ce qu'il dit. Ouah, je sais pas, c'est peut-être un peu dur, mais c'est vrai que tu sais, rajouter de la nuance comme ça fait un peu les non-violents, les Viktorovitch et tout, moi, je suis plus nuancé que tout le monde va être plus nuancé. En fait, il y a des gamins en train de mourir et il y a une situation coloniale qui dure depuis 80 ans, donc c'est facile d'être nuancé, on va dire, mais au bout d'un moment, il y a deux côtés à la barricade, il y a deux côtés à la colonisation, le côté des colons et le côté des colonisés. Je pense qu'on doit quand même le rappeler et que c'est pas être binaire de le rappeler, quoi. Donc déjà, commençons par nuancer la légitimité du Hamas à représenter la population gazaoui en 2024, tout en soulignant leur rapport pour le moins distant avec la démocratie et même bourgeoise. Même si j'entends parfaitement que la situation délicate de la Palestine n'est pas actuellement favorable à l'organisation d'élections, ne soyons pas dupes autant sur ce qu'est le Hamas. C'est quoi le Hamas? Le Hamas, c'est une organisation fondée par les frères musulmans qui aspire ouvertement à l'intégration d'un État islamique. Ils défendent le même projet que leur allié du djihad islamique en Palestine, à la seule différence que le djihad islamique est soutenu par le Hezbollah libanais et donc à distance par la République islamique d'Iran. Or, c'est quoi la méthode de ce tout petit monde pour arriver à ses fins? La mainmise sur tous les réseaux de sociabilité, de solidarité du pays pour ensuite tenir tout le monde d'une main de fer, achats d'écoles, d'hôpitaux, de logements qui ne seront accessibles qu'aux membres ou sympathisants de l'organisation. C'est une mise sous tutelle vaste à l'échelle de l'intégralité de la population. Encore une fois, moi je ne suis pas pour ça. Mais je suis peut-être plus pour ça que pour la colonisation israélienne. Et je pense que les Palestiniens aussi. Et c'est triste, mais aujourd'hui les Palestiniens, ils n'ont pas le choix entre le communiste, athée, laïque, aujourd'hui et maintenant, et, euh, et le Hamas. En fait, ils ont le choix entre ce qui se passe actuellement avec un soutien au Hamas qui est peut-être partiel, avec le Hamas qui est tout à fait critiquable, ça je l'entends tout à fait, et mourir sous des bombes. Et tu vois, je pense que être sous la tutelle d'un truc islamique qui leur permet l'accès aux hôpitaux, aux logements et aux écoles, bah pour eux c'est mieux que d'avoir les écoles, les logements et les hôpitaux détruits. Donc c'est ça aussi le truc. À partir de ces faits-là, moi je pose une question à Padu. Au regard de ce qui se passe en Iran, au Liban, voire en Afghanistan, est-ce qu'il est légitime que la mise en place d'un pays, euh, une théocratie absolutiste, est une avancée du même genre que celle que constitue la démocratie bourgeoise face à une société d'ancien régime? Bah déjà, quand on prend la situation indochinoise, euh, je- c'est pas vraiment la question de la démocratie bourgeoise face à l'ancien régime. Enfin, il n'y a pas eu de démocratie bourgeoise instaurée, il y a eu un régime communiste au Vietnam qui s'est montré parfois autoritaire, qui a aussi des défauts. C'est pas exactement la même chose, mais en plus de ça, je trouve que par rapport à la question de l'Iran, de l'Afghanistan et du Liban, peut-être que c'est un peu abusif de comparer ça aux situations, par exemple, de Marx qui parle de l'Irlande. Par contre, je suis désolé, je pense que les Palestiniens préféraient vivre en Iran que vivre sous les bombes à Gaza, quoi. Enfin, sincèrement, je pense que, et toi aussi, si tu étais palestinien, tu préférerais vivre en Iran. Même si en Iran, oui, il y a pas de liberté des femmes à s'habiller comme elles le veulent. Il y a des zinzins religieux qui orchestrent un peu et qui font de la loi dans le pays. Ça, je suis d'accord. Mais face à ça, il y a Israël qui bombarde et qui génocide un peuple, quoi. C'est quand même pas pareil. Alors après, la question de savoir si, par le fait de souligner ça, je ne fais que grossir les rangs de celles et ceux qui prônent l'inaction et le désengagement sur ce sujet, alors je réponds que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, encore une fois, je suis d'accord que les positions de Tran et de Marx, il est évident que sans Intifada, il n'y aurait pas eu d'accord d'Oslo, mais ces accords, ils n'auraient pas eu lieu non plus s'il n'y avait pas eu d'un côté comme de l'autre des acteurs prêts à s'engager sur le chemin de l'entente. Or, en Palestine, il y a des acteurs qui réunissent ces deux positions, c'est notamment le cas du FDLP et du FPLP. Mais moi, je suis tout à fait pour soutenir le FDLP et le FPLP, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, ils ont été mis en minorité, notamment à cause du Hamas, hein, notamment à cause d'Israël, qui soutient le Hamas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf qu'on se retrouve dans une situation, et la situation, on est obligé de faire avec, quoi. Le Hamas, lui, ne veut pas la paix. L'éradication d'Israël est le cœur de son programme. Peut-être espérer de nouveaux accords d'Oslo avec Gaza aux mains du Hamas? Non. En même temps, vu ce qu'on connaît les accords d'Oslo. Peut-on envisager un revirement électoral de l'électorat israélien en faveur des partis moins bellicistes dans un contexte où le Hamas tient la bande de Gaza voisine? Pas certain. Peut-on espérer que la communauté internationale fasse pression sur Israël en faveur de la Palestine si elle sait que le dit État de Palestine est tenu en partie par des organisations respectivement sous influence de l'Égypte et de l'Iran? Encore moins certain. En tout cas, ça va être rendu plus compliqué.
Donc, déjà, le simple fait de cibler son soutien au FDLP, FPLP plutôt qu'au simple soutien indistinct inconditionnel sera en soi une position bien plus pragmatique. Alors ça, je pense que je l'ai déjà dit, que je préférais le FDLP et le FPLP au Hamas. Et pertinente en vue de l'indépendance future de la Palestine. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça change? Enfin, là, on est dans une situation, on doit y répondre. Le Hamas fait partie intégrante du truc. Le Hamas est majoritaire, on peut dire malheureusement, dans la résistance palestinienne, mais c'est le cas en fait, c'est comme ça. Alors, tu peux dire, ouais, moi je préfère le FDLP et le FPLP, c'est des, tu vois, c'est des incantations quoi. C'est des incantations, ça mène à pas grand chose. Ensuite, si au lieu de simplement discuter des soutiens, on discutait aussi des projets, on serait davantage en mesure de penser à la sortie de la guerre au-delà du simple fait de penser au conflit à lui seul. La solution à deux États est viable quand on sait que même lors des périodes est-elle viable lorsqu'on sait que même lors des périodes de paix, les deux pays ont tendance à entretenir une croissance démographique très forte afin de ne pas se laisser submerger en nombre par le voisin. Croissance qui participe d'ailleurs à accroître la pression sur les territoires occupés. La solution à un seul État binational ne serait-elle pas la seule viable à long terme? Bah, ça, j'en parle souvent. Moi, je pense que la solution à un seul État serait beaucoup plus avantageux à long terme, et que c'est même la seule possible. Ou bien, on peut rester sur l'idée de deux États irréconciliables, soit, mais dans ce cas, une supervision internationale devra certainement s'imposer pour éviter les risques et évidemment de conflits, mais sous l'égide de qui, avec quels moyens, par quels risques. Alors je pose beaucoup de questions pour au final n'apporter que très peu de réponses, mais n'était-ce pas ce qui faisait justement tout l'intérêt des vidéos de Paduring? N'était-ce pas justement ce qui valorisait par rapport à tous les autres penseurs d'intérieur? Ouais, 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 bah, après j'ai apporté quand même, je pense, quelques réponses et je pense que ça, j'en ai déjà parlé en plus dans mes vidéos sur Pas du Stream que tu aimes moins, mais j'en parle quand même, quoi. D'ailleurs, elle remonte à quand la dernière vidéo où Pat Turing posait plus de questions qu'il n'apportait d'affirmations? Heu, Bah, je sais pas, souvent je fais les 2. Moi, je pense que vraiment, c'est pas un truc que j'aime, les philosophes qui posent des questions, sans apporter de réponse. En fait, on fait toujours les 2. On pose des questions pour apporter des réponses. On re-questionne et on avance comme ça. Alors oui, souvent, la réponse qu'on apporte, elle est elle-même questionnable et on la re-questionne. Mais on n'est pas là à être BA et à rester juste avec des questions, quoi. Elle remonte à quand la dernière fois où Paduring apportait une connaissance qui permettait de reconsidérer une question plutôt que de donner une affirmation invitant à clore tout débat. Me concernant, je considère que ça remonte au cycle où il corrigeait Julien Rochdy sur les âneries que ce dernier pouvait professer dans ses conférences au sujet du marxisme. Et au fond, dire ça, pour moi, c'est tout dire. C'est dire toute la limite qu'il y a dans la chaîne Paduring. Euh, ouais. Bah, je suis désolé, j'apporte pas des questions sans poser sans poser d'affirmation. Dans mes vidéos sur Rochdy, je dis bah non, il a tort pour ça. En fait, bah ça c'est pas ça, c'est ça. C'est vraiment du débunkage où j'apporte des affirmations, c'est pas juste des questions. Allez voir les vidéos sur Rochdy, hein. Si vous n'avez pas vu la série sur Rochdy, c'est le moment d'aller les voir, hein. C'est très intéressant. C'est très intéressant, notamment celle sur le marxisme, notamment la vidéo sur la génétique et le QI, qui est très bien. Quand il s'agit de rester dans la théorie et de débunker les propos tenus par les esprits les plus incultes de YouTube, qu'ils soient de droite ou de gauche, Paduring, ça passe. Ça passe pour corriger deux zigotos qui ne savent pas lire les études qu'il poste au sujet de l'immigration. Ça passe pour corriger Mélenchon quand il dit de la merde sur les marxistes. Ah, mais attends, c'est pas juste dire de la merde sur les marxistes. Moi, je corrige Mélenchon. Non, j'ai un débat avec lui. Enfin, même s'il l'a pas forcément vu, mais je questionne sa stratégie. C'est pas pareil. Je questionne la stratégie de Mélenchon, qui est une stratégie qui l'a avancé depuis 2012, quoi, depuis l'ère du peuple, avec la stratégie populiste de gauche, quoi. C'est cette question que je questionne. Ça passe quand il s'agit de corriger Mediapart ou Blast ou au sujet de leur raccourci foireux sur le premier tour des présidentielles. Mais sitôt s'agit-il d'aborder des questions un peu plus complexes que brusquement ça manque cruellement d'outillage. Tout ne peut pas se discuter qu'avec de la théorie, tout ne peut pas se lire, s'analyser seulement par l'entremise d'un traité de Train-Duc Tao, de Karl Marx ou de Michel Kouskara. Ah, il devient anti-théoriciste maintenant? Je comprends pas. À un moment donné, il faut aussi avoir un peu de bagage historique, sociologique, politique pour analyser les situations. Et aussi du recul. Du recul, encore le bon sens, il invoque le recul. Je lis des études, j'essaie de faire des trucs bien et tout, je lis des auteurs, et puis voilà. Mais il faut avoir le bon sens et le recul. Et toi, tu n'as pas le recul parce que tu n'es pas un homme épais. Tu n'es pas un homme épais comme les vieux camarades du général de Gaulle. Or, j'ai l'impression que c'est ce qui commence à manquer de plus en plus à Padu. Pris dans son flux, il en vient de plus en plus à commenter plutôt qu'analyser, à poser des grilles toutes faites plutôt qu'à les forger en fonction des situations. Ouais, mais
ça peut être vrai, mais des fois, j'évolue sur ces questions-là, surtout sur pas du stream. Sur pas du ring, je balance rarement une grille toute faite, par contre. Et en plus de ça, je suis aussi jeune, je veux dire, j'apprends des trucs, je sais pas moi, le conflit israélo-palestinien, j'ai quand même pas mal appris dessus, depuis le 7 octobre, même si je connaissais déjà avant certaines choses, mais j'ai pas mal relu dessus, lu des choses en plus et ça, c'est important parce que, voilà, on se cultive comme ça. Je pense que je suis pas du tout à la fin de mon parcours militant et intellectuel par rapport à ça. Surtout que j'ai l'impression que son approche devient de plus en plus abstraite et hors sol à la manière de ses acolytes influenceurs, au fur et à mesure qu'il en vient à adopter leur format et leurs conditions. Paduring est en train de devenir un penseur d'intérieur. Sa seule vidéo sur l'immigration en serait presque révélateur à elle seule. Et si vous n'êtes pas convaincu, repassez-vous sa fameuse vidéo sur les votes utiles de 2022 et comparez. Comparez ne serait-ce que le ton. L'une calme, posée, pédagogue, et le ton de l'autre. Ou Padu passe son temps à mettre en scène son pote comme l'aurait fait Dany et Raz, à jouer comme un lourdingue de l'ironie comme l'aurait fait Usul. Le tout en singeant les mimiques méprisantes d'un Antoine Goya. Tout ça pour au final se moquer bêtement des franges les plus bêtes d'un camp d'en face, comme l'aurait fait un psycho. Il y a peut-être de l'évolution dans la manière que j'ai eu de faire des mimiques, des clashs, des trucs comme ça sur internet. Déjà parce que j'étais moins habitué à une certaine époque et j'avais moins de légitimité à le faire. Aujourd'hui, je peux être un peu plus méprisant avec des gens que je ne l'étais quand personne ne me connaissait sur internet, mais aussi parce que euh, moi-même j'ai évolué déjà d'une position où j'étais un poil plus confus, même si quand j'ai commencé YouTube, j'étais déjà pas confus, hein, j'étais déjà de gauche et tout, j'étais déjà marxiste, voilà, mais j'étais peut-être plus confus à l'époque, et surtout, je pense que la moïsation avait été moins développée. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, les gens étaient peut-être plus récupérables qu'aujourd'hui. Et ça fait une différence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui étaient confus à l'époque qui aujourd'hui sont passés à gauche ou à l'extrême droite. Et donc, s'ils sont passés à l'extrême droite, je suis désolé, je vais pas leur parler d'un ton calme, pédagogue, en leur disant ouais, c'est très bien que tu sois passé à l'extrême droite. Et ça a fait la différence. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a encore énormément de gens à aller chercher au milieu et que je devrais être plus calme et tout, surtout sur la chaîne Paduring, mais il y a une polarisation qui fait que, voilà, quand des mecs, c'est des suprémacistes blancs, des énormes ennemis du code du travail et tout, je suis obligé de le dire, quoi. Tout ça pour au final se moquer bêtement des franges les plus bêtes du camp d'en face comme l'aurait fait un psycho. Putain, mais franchement, moi je trouve ça triste. Du coup, qu'en déduire de tout ça au moment d'arriver à la conclusion de ce papier? La présence de Paduring sur le net est-elle vraiment utile à gauche? Alors certes, on pourra s'accrocher à l'idée que, quitte à ce qu'il existe un public pour mater du React, autant qu'il aille voir les React de Padu plutôt que les React de Psycho. Soit, pourquoi pas. Mais d'un côté, du contenu à la Psycho de gauche, ça reste quand même du contenu à la Psycho. Ah non, alors là, non. Là, c'est pas matérialiste. C'est pas matérialiste, je suis désolé. Du contenu à la Psycho de gauche, c'est du contenu de gauche. Non, 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 je suis désolé, c'est pas parce que c'est à la Psycho que c'est du contenu de gauche. Je veux dire, le mec, t'as l'impression qu'il préférait que je fasse des vidéos d'énormes droitards en étant calme avec des études que de faire des vidéos de gauche où je fais 10 millions, 12 millions de vues dans l'année. Enfin, c'est dommage, quoi. Aujourd'hui, qu'offre Paduring à part le fait d'hurler avec les loups de sa propre meute tout en acceptant de se faire dicter ses thèmes par les fonds de tiroir de YouTube? Ah, mais je le faisais déjà à l'époque, je suis désolé, j'ai toujours fait du drama. J'ai toujours fait du drama sur la chaîne principale. C'est d'ailleurs quelque chose que je pense que je vais faire évoluer, mais j'ai toujours fait du drama sur la chaîne principale. Je fais aussi du drama sur la chaîne secondaire. Parce que le drama me permettait de parler de trucs importants. C'est pas grave de faire du drama. Il faut en faire quelque chose. Si c'est juste pour faire du drama, c'est nul. Si c'est juste pour faire des vues, c'est nul. Mais si c'est pour faire des vues et inculquer un peu des trucs de gauche, comme je fais sur Pas du Stream, et puis amener les gens à regarder des trucs un peu plus intellectuels sur la chaîne, ou aller sur la chaîne principale, c'est intéressant. Et sur la chaîne principale, c'était pareil. Parmi les meilleures vidéos, c'est mes premières. Celle sur Valek et celle sur Barbare Civilisé et l'atelier Missor. Je sais pas, moi je trouve qu'elles sont très bien ces vidéos. C'est des vidéos où il y a un peu de clash et où je me fais dicter mes thèmes par des mecs sur internet. Mais ça fait quoi? Ça fait plus de 160 000 vues chaque vidéo. Pourquoi? Parce que je parle de cas qui sont plus connus que moi. Peuvent-ils, à part faire du drama, du commentaire sur le commentaire, du prêt-à-penser plutôt que des éléments de réflexion? Est-ce que ça permet vraiment de faire ressortir quelque chose de bon? Tout ça, je ne sais pas et franchement, je ne crois pas. Bah non, mais si je politise des mecs à gauche, je vois pas en quoi ça ne peut pas être bon. Enfin, au final, je trouve que ce gars, bien que fort sympathique et bien intentionné, est désarmé comme tous les autres face aux enjeux d'aujourd'hui.
Mais putain, en plus, il a l'air intelligent, ce mec. Ouvre ta chaîne. En vrai, moi, j'aimerais bien avoir une chaîne d'un mec intelligent, posé et tout, qui fait de la chaîne pro PCF et tout. En vrai, ça serait stylé. Ouvre ta chaîne. Il n'arrive pas à penser au-delà de son cercle, au-delà de sa génération, ni même au-delà de son écran, pour énormément de choses. Au-delà de sa génération. Mais Hegel ne disait pas tu seras ton temps, jamais plus que ton temps, mais tu seras ton temps. Pourtant, il pense qu'il doit en parler, beaucoup, partout, ne voyant même pas que plus il inscrit sa parole au sein des différents réseaux sociaux qu'il utilise, plus ces structures finissent par modeler sa parole, sa pensée, son acuité. Aujourd'hui, je peine de plus en plus à distinguer la parole d'un Paduring de celle de Wissam, de Bégodeau, d'Usul, de Dany, de Cathédrale Osseuse. Alors, Cathédrale Osseuse, je pense que c'est celui qui a la parole peut-être la plus différente dans tout ça. Tout ça finit par converger, tout doucement, étonnant, les mêmes slogans, entretenant les mêmes impensés. Alors, si on finit par converger, c'est peut-être parce que la mobilisation fait qu'il y a un débouché à gauche de plus en plus clair, et que du coup, on se bat pour ce même débouché. Wissam, Dany, Cathédrale Osseuse, Bégodeau, Usul. On se bat tous pour ce même débouché. Même si on a des différences, même si des fois on s'aime pas entre nous ou qu'on se critique, on se bat pour le même débouché. La gauche avait-elle besoin, vraiment besoin d'un nouveau produit totalement formaté par YouTube et Twitter? Je ne pense pas. Ce que je pense pour ma part, c'est que YouTube et Twitter ont surtout besoin de gens de gauche qui sont avant tout des gens de gauche en dehors de YouTube et de Twitter. Et plus généralement, je pense que la gauche a surtout besoin des gens de gauche qui ne sont pas des gens de YouTube et de Twitter. Qu'on n'oublie pas où se trouve la lutte, la vraie. Car seule la lutte sait forger les esprits et ouvrir aux enseignements de l'histoire. Et si notre cher Padu ne veut pas à la longue se fourvoyer, qu'il retourne au terrain et à la prise de recul, juste pour voir. Putain. C'est trop drôle, hein. Ah, il y a une autre critique. En vrai, il y a des critiques, c'est trop bien, hein. En vrai, je remercie le gars qui a écrit ça, en tout cas. Putain, mais c'est énorme, hein. Il a écrit ça cet été, c'est ça? En mars. Putain, c'est énorme. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. N'hésitez pas à m'envoyer comme ça des articles de 10 pages que vous écrivez sur moi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour que je psychodélise encore plus la chaîne. Plus vous donnez sur le Tipeee, plus il y a de vidéos psychodélisées sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. La chaîne principale étant la seule sérieuse, même si je parle trop des Noirs et des Arabes. Et sur ce, je vous dis à plus.